Nous sommes le 19 mars 2020 et nous enregistrons notre 250e épisode. Pour rappel, nos épisodes sont construits autour de la veille technologique de nos chroniqueurs. C'est donc une sorte de revue de presse commentée que nous vous proposons chaque semaine. C'est aussi une petite récréation pour nous et on espère aussi un petit peu pour vous. Dans cet épisode, on vous parlera d'impression 3D, de travail à domicile, de bande passante. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci de nous accueillir et très bonne écoute. Si vous entendez un petit peu de souffle au loin, etc., c'est peut-être mon micro. Tout nouveau réglage cette semaine. Je vous explique pas toutes les mésaventures qu'on a eues, mais à côté de l'actualité, c'est bien un peu de choses, finalement, il faut bien le reconnaître. Ce sont des choses qui arrivent, que voulez-vous, des problèmes techniques qu'on essaye de régler. Et en plus, on se met un truc en plus sur le dos, puisque cet épisode, pour une fois, est enregistré dans les conditions du direct, non seulement dans les conditions du direct, mais également avec du public via Periscope et via Twitch également. J'essaierai de voir tantôt si quelqu'un laisse des commentaires via Twitch. On a prévenu quasiment personne de ce live. On espérait pouvoir le réaliser sur YouTube. Ça n'a malheureusement pas été possible parce que, en gros, j'ai deux mains gauches. Il faut être très très clair. Donc voilà. Pour cet épisode, nous avons avec nous d'un côté Aurélien en France. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bouger les lèvres et respirer en même temps, super. Et puis nous avons également Thierry en Suisse. Je précise les origines. Pour ma part, je suis à Bruxelles. Beaucoup d'entre vous le savent. Bruxelles en Belgique. Voilà. C'est quand même intéressant de le rappeler en cette période mouvementée, difficile pour tout le monde. On va essayer en tout cas d'apporter un tout petit peu de sourire. C'est pas qu'on se moque de tout ça. Pas du tout. Tout s'est pris très très au sérieux, mais de temps en temps, une petite respiration, ça permet d'un petit peu, un petit peu souffler, un petit peu se relaxer. C'est le parti pris qu'on a choisi. On aurait pu effectivement être larmoyant et aller chercher de l'information un petit peu angoissante, mais non, on va essayer de faire ça autrement. J'ai pas la liste de ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière. J'en suis désolé, je l'ai pas prise, mais en tout cas, merci à tous ceux qui laissent des commentaires chaque semaine, que ce soit sur YouTube, sur notre site lestechno.be, également sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast par exemple, parce qu'il est encore possible d'y laisser des commentaires. Il faut juste trouver le bouton et si vous le trouvez, vous avez gagné parce que c'est pas évident. Voilà. On aurait pu faire une grosse lettre C comme coronavirus, comme Covid-19, comme confinement, comme cochonnerie aussi, c'est vrai. Mais on l'a pas fait. On a quand même gardé un abécédaire que voici. Avec la lettre B comme bande passante. Je sais, du coup, j'ai pas ma conduite sous les yeux. C'est un petit peu difficile. Tout va bien, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est Thierry qui va parler de bande passante. Quand on a des limites de bande passante, ça peut être difficile. Ça peut être difficile en plus parce que je fais l'émission sans voir ce qui se passe, mais avec un léger décalage. Mais c'est pas bien grave. Bande passante, oui, ça devient un petit peu le challenge durant cette période difficile. Moi, j'ai essayé de trouver des thèmes techno en relation avec l'actualité incontournable dans laquelle on vit actuellement. Et la bande passante, eh bien, c'est le prochain challenge de ce qui nous attend, parce que j'aurais pu attaquer avec T comme télétravail, T comme t'es coincé à la maison, t'es comme tu dois rester à la maison. On voit, et là je vais vous parler un petit peu de la Suisse, on voit effectivement les limites de nos infrastructures, puisque dans le cas précis, l'opérateur national qui est Swisscom a déjà connu des couacs avec une grosse plantée, un réseau très très encombré, et c'était pas au plus haut point du confinement, parce que pour parler du confinement ici, il est encore un petit peu à la freestyle, on est bien loin de ce qu'ont pratiqué les Chinois ou certains pays un peu plus totalitaires. Et je voulais vous parler de la bande passante parce qu'en fait, là, du coup, les Québécois ou les Canadiens en général m'ont épaté parce qu'ils ont travaillé sur de la prévision, sur de l'anticipation
là où nous, en Suisse, on est complètement dépassé sur plein d'autres registres, hein. On nous vend l'idée de rester chez soi, de faire du télétravail, mais en même temps, il y a aussi les enfants qui sont sur les plateformes de VOD, qui sont en train de regarder la télé, puisque maintenant elle passe plus par les ondes hertziennes, et tout ça, ça encombre pas mal de tuyaux. Puis pour vous parler à nouveau de la Suisse, eh bien en fait c'est confirmé. Notre opérateur national et la Confédération ont laissé sous-entendre plus ou moins de façon affirmée que oui, on pourrait privilégier de la bande passante pour du travail versus d'autres usages. Je vous rappelle, on n'est pas en dictature en Suisse. Mais là, pour le coup, ça m'a un petit peu choqué parce que, autant là, je vous parle du confinement qui est un petit peu freestyle où les gens font un peu n'importe quoi puis suivent pas tellement les recommandations. Puis en même temps, de l'autre côté, on entend un État, une confédération qui dit bon, on va pouvoir faire la police là-dessus pour essayer de faire que tout le monde puisse travailler versus tous les gens vont pouvoir regarder du Netflix. Donc du coup, c'était intéressant de relayer le fait qu'il y a des pays qui voient tous les autres aspects et celui-là qui est important parce qu'il suffit pas de dire à des collaborateurs, des employés, tu rentres à la maison et tu fais du télétravail. On a aussi de sérieux problèmes de numérisation dans notre pays, mais ça je le garderai pour tout à l'heure. Et j'étais agréablement surpris qu'il y avait des pays sur lesquels les infrastructures tiennent. On a prévu les choses, on a anticipé, là où notre pays ici en Suisse, c'est un petit peu, on verra quand ça arrivera, et puis tant pis. Et Anne de me confirmer qu'en France, on est aussi à la ramasse par rapport, je pense, à la bande passante. Il n'y a effectivement pas tout le pays qui est couvert. Et puis effectivement, ça va être dur de pouvoir dire à tout le monde, reste chez toi et travaille avec ton ordinateur, parce que à l'image des lives que maintenant j'ai instaurés chaque jour, ça passe pas toujours très très bien pour pouvoir faire qu'on puisse le faire dans des bonnes conditions. Et l'extrait que vous a balancé Marc, c'est qu'effectivement il y a d'autres États, il y a d'autres pays et d'autres opérateurs qui ont décidé aussi de cataloguer les trafics pour un petit peu les contrôler, les épargner. Je pense que pour parler de la Suisse, parce que la situation va en s'empirant, on va voir, je pense, un pic dès la semaine prochaine et on verra si on pourra continuer à se parler, à se skyper, à envoyer des emails. Ça devient un petit peu plus compliqué de jour en jour. C'est souhaitable, évidemment, puisque c'est quand même le lien qui nous unit tous aujourd'hui. S'il n'y avait pas Internet, j'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles on serait aujourd'hui, de confinement, certes, mais le télétravail serait totalement impossible, clairement. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Est-ce que tout ça est très utile ? C'est la question qu'on peut se poser aussi, parce qu'on peut revenir aussi à des choses simples, dans des circonstances pareilles, aller se promener dans les bois et des choses comme ça. Même si dans certains pays, c'est pas tout à fait autorisé même d'aller se promener. Aurélien lève le doigt très scolairement. Oui, c'est interdit en France d'aller se promener dans les bois. D'aller au bord de la mer, c'est interdit, c'est fermé. Donc oui, c'est vrai, pour revenir à cette problématique de bande passante et de télétravail, c'est clair qu'il y a des enjeux là-dessus. Qu'il y a des canaux qui vont être privilégiés versus d'autres. Je pense que les canaux vers Skype en ce moment doivent être très, 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 très utilisés, et donc on pourrait comprendre que que les tuyaux s'agrandissent pour laisser passer tout ce flux. Mais bon, en France, lundi matin, pas plus tard que lundi matin, donc c'était même pas encore confiné. Le confinement n'était pas encore opérationnel. Les serveurs de Microsoft Teams sont tombés, donc c'est bien. C'est bien qu'il y ait des afflux de trafic, et que voilà, il y a pas non plus que la bande passante, il y a aussi tout ce qui est serveur derrière et tout ce qui est serveur de ces services-là. Oui, Team, je le rappelle, c'est Slack. mais façon Microsoft. Voilà. Parce que quand on discute avec quelqu'un de chez Microsoft, qu'on lui demande c'est quoi Team, il vous répond c'est Slack. Sauf que Slack, tiens, voilà. C'est clair que l'explication est bien plus simple, bien plus courte. Non. Là, moi, j'ai le sentiment que quel que soit le pays,
on est dans un phénomène de constat OK, on a peut-être sous-dimensionné tout ça, parce qu'effectivement, c'est pas facile quand on fait un réseau cellulaire, un accès Internet. À aucun moment, on vend l'idée que tout le monde peut utiliser toute la bande passante et tous en même temps. Mais là, on est quand même dans un cas de figure où on devait un petit peu s'y attendre. Et encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs à nos amis canadiens. C'est la première fois que je vois quelqu'un anticiper et prévoir et s'intéresser à ça, là où peut-être en France ou peut-être en Belgique, je sais pas, on va aller juste dans le constat avant qu'on puisse vraiment faire quelque chose, ou en tout cas partir dans l'anticipation. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je pense que c'est que le début des ennuis pour l'accès à Internet. S'agissant des pénuries, entre guillemets, il y en a des plus graves que d'autres. En Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France et en Suisse, c'est la problématique du matériel pour le corps médical, les masques, le matériel hospitalier de manière générale. Moi, je suis prêt à donner la moitié, même les 3/4, même peut-être l'intégralité de ma bande passante en échange de matériel médical aujourd'hui. Il faut trouver un juste milieu dans tout ça, évidemment. Ce que je vous proposerai de passer à la lettre suivante, hein, parce qu'on ne va pas y rester, on va pas rester là. On va faire ça. Il s'agit de parler de Facebook dans cet épisode 250. Facebook va-t-il redorer son blason ? C'est la question que se pose Aurélien. Je vous dis pas de bêtises ? Oui. Oui. Voilà. Et pour autant, je suis pas un fan de Facebook, mais j'ai lu cet article qui m'a bien fait rigoler parce que bon, il y a eu, on a abordé dans les technos maintes et maintes fois Facebook, les fuites, le désengagement des gens de Facebook. Je sais pas, j'aurais dit deuxième semestre 2019. Oui. Et là, Facebook veut redorer son image grâce au coronavirus. Alors pourquoi ? Parce que les prêtres utilisent Facebook Live pour faire la messe. Du coup, il y a des gens qui écrivent Amen dans Messenger. L'OMS met des messages que Facebook mentionne sur ses pages Facebook de manière différente des autres messages. Et donc, Facebook deviendrait un service public, dans le sens où Facebook apporterait une information vérifiée, une information modérée, même si on le sait très bien, hein, les modérateurs, il y en a beaucoup qui sont confinés, et donc du coup, il y a aussi ce point-là, c'est qu'en ce moment, il y a moins en moins de modérateurs. Et dernier point aussi que je voulais mentionner, il y a eu aussi un couac là, puisqu'il y a moins de modérateurs, il y a plus de bots qui doivent modérer des messages, et il y a pas mal d'articles, on va dire, qui auraient pu être partagés sur Facebook, qui ont été bannis ces derniers jours, et Facebook a reconnu que c'était une erreur et qu'ils ont republié ces articles. C'est clair que c'est compliqué d'être modérateur en ce moment, surtout ils utilisent des outils qui peuvent pas être mis en télétravail. Quand ils sont à leur bureau, ils ont un soutien psychologique, ils ont accès à certains services qui évidemment ils peuvent pas les avoir en télétravail. Donc Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sont souvent. Est-ce que Facebook va redorer son blason avec la crise du corona ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, la tentative est belle. Oui, c'est ça. Parlant des modérateurs, sachant que, en gros, un modérateur chez Facebook, après 3 mois, il est en burn-out, ça a été décidé de délocaliser ça dans d'autres pays. C'est comme un petit peu nos immondices. À un moment donné, on les transporte ailleurs, parce que tout ce qui est gênant est mieux ailleurs, apparemment. Et donc, les modérateurs aussi sont ailleurs. Et donc, voilà. C'est une petite parenthèse. Je vois Thierry opiner du chef, mais voilà, on est d'accord. Hein, alors, est-ce que Facebook va se transformer en service public ou un service au public plutôt qu'un service au service de Mark Zuckerberg ? Ça, c'est la question qui se pose. Au sujet des modérateurs, allez chercher un joli documentaire que propose Arte, qui a réussi à faire parler des anciens modérateurs. Il y en a un qui parle à visage découvert, c'est très intéressant. C'est pas très loin de ça.
et Anne me souffle, les esclaves sont là pour ça. Et je crois que le documentaire a ce terme-là dans son titre. Enfin, si vous cherchez modérateur Facebook, Arte, il y a des chances que vous tombiez dessus. C'est assez bluffant parce qu'en fait, le monsieur en question, il est pas très loin. Hein. Il était sur l'Irlande. On pense souvent aux Philippines pour les modérateurs, mais il y en a aussi des bien plus proches et c'est juste rude de voir la vie qu'il mène. Alors, est-ce que ce sont des gens très bien chez Facebook ? Non, il ne faut pas rêver. Mais ça part d'une bonne idée, mais voilà, ça ne va pas durer chez Facebook. Et puis, il y a bien un métier que je ne ferai jamais, c'est modérateur chez eux. Même nulle part ailleurs aujourd'hui, je serais tenté de te dire. Non, c'est vrai. Je vais vous renvoyer vers un autre podcast. Pas tout de suite, attendez la fin de celui-ci quand même, pour écouter l'opinion de quelqu'un d'autre ou un autre trio, j'ai envie de dire, de podcasteurs, et pas des moindres. Je pense aux éclaireurs du numérique, Thierry, que tu connais très bien, Bertrand Lenôtre, Damien Douanet, et puis leur acolyte dont j'ai oublié le nom, mais qui est très très fort, puisqu'effectivement ils ont du bon contenu. Ils ont du bon contenu et ils ont une opinion à partager. Alors après, vous n'êtes pas obligé de partager leur opinion, c'est de l'opinion, donc forcément, c'est voilà. Donc, mais c'est intéressant en tout cas et c'est documenté. Et donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Alors pour ceux qui ont pris un peu au vol cet épisode, j'ai envie de vous dire que si Thierry parle d'une Anne qui lui parle, il n'entend pas des voix. Je veux dire, c'est pas Jeanne d'Arc, notre ami Thierry. C'est juste cet épisode exceptionnellement est enregistré en direct, dans les conditions de direct, ça c'est comme chaque semaine, mais en plus, il y a du public qui nous écoute via Twitch, pas beaucoup, je peux vous dire, alors vraiment pas beaucoup, et aussi du côté de Periscope. Je sais pas s'ils sont très très nombreux non plus du côté de Periscope, je pense que Anne est toute seule, ou presque. Non, elle a du monde, il y a au moins 4 autres personnes avec elle. Bon, avec moi, ça fait plus que 3, mais voilà, il y a un peu d'interaction, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai on a un peu improvisé ça cet après-midi, très rapidement, enfin même fin d'après-midi, juste avant l'enregistrement, donc c'est pas étonnant du tout. C'était juste une petite expérience qu'on avait envie de faire déjà pour l'épisode 250, mais on s'attendait pas à ce qu'il se passe dans ces circonstances-ci, donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu faire, mais ce n'est que partie remise, évidemment. On poursuit notre épisode, évidemment. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ce qu'on dit tout le temps. On parle de gratuité. J'ai comme gratuité. Certaines marques sont touchées par un autre virus, celui de la gratuité, Aurélien. Oui, alors on a pu relever dans l'actualité cette semaine que dans des domaines très divers, on pouvait bénéficier de services ou de services de manière gratuite pour pallier le temps du confinement, pour s'occuper. Alors ça va, c'est très large, ça va de des instruments de musique, Korg par exemple, qui pour ses claviers offre l'application qui permet d'interagir entre différents musiciens et donc de combler le temps, d'une part. On a reçu également des mails en France de tous les opérateurs et les fournisseurs d'accès qui mettent de manière gratuite pendant quelques semaines tous les programmes et les chaînes pour enfants. Je pense à Free, Altis, Orange, donc Altis c'est SFR, Orange qui met voilà. Et puis des choses un peu plus rigolotes puisque un peu plus légères. Il y a des légères, il y a des chaînes de films pour adultes, des sites de films pour adultes qui également se sont mis à dire on va pour vous distraire pendant votre confinement mettre X épisodes par jour de manière gratuite avec tout un programme par jour. Je vous laisserai regarder les liens de la description. Donc bon, pour les enfants, occuper les enfants, moi je suis moi-même père de 3 enfants, il faut les occuper, c'est pas simple. Donc tout ce qui pourra nous aider à passer le temps, même si l'idée c'est pas non plus de les mettre 12 heures par jour devant un écran et une télé, mais tout ce qui pourra nous aider à les occuper et à passer le temps,
sera le bienvenu. Donc moi je suis plutôt pour ces actions. Oui. Ces actions. En Belgique également, Proximus, l'opérateur, l'un des gros opérateurs téléphone et télé du royaume, ont proposé d'ouvrir certains canaux, aussi bien en termes de bande passante, ce qui nous permet de faire ce live à mon avis. D'autre part, je suis sûr qu'il y a d'autres choses gratuites. J'ai pas eu beaucoup le temps parce que, comme beaucoup de gens, j'imagine que j'ai beaucoup bossé cette semaine, donc je me suis pas beaucoup intéressé à tout ce qui était gratuit. Je vais faire ça ce week-end, j'espère, je croise les doigts. Je sais pas si en Suisse vous avez déjà mis en place des choses ainsi, ou alors vous allez attendre la fin de la crise. Voilà, ça me fait rire parce que tu viens de prononcer le mot gratuit et le mot suisse dans la même phrase. Je suis désolé. Comment te dire? Non. Alors non, je suis désolé. On n'a rien de tout ça. Vraiment, c'est triste. On est livré à nous-mêmes par rapport à, comme je vous disais, les problèmes de bande passante. Il y a des initiatives qui essayent de voir le jour sur change.org pour, par exemple, proposer le report des factures pour la téléphonie, pour l'accès Internet ou des choses comme ça. Donc, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui essayent de suggérer des idées aux opérateurs et à ceux qui nous proposent des services payants. Il y a une belle initiative qui n'a rien de technologique, qui pour le coup c'est presque de la gratuité. En tout cas, c'est un très beau geste. Je suis obligé de vous en parler parce que Suisse et gratuité, ça va pas vraiment ensemble. Eh bien, il y a un monsieur qui fait beaucoup pour la culture ici en Suisse. Il a donné son nom à un centre culturel qui est un lieu d'exposition qui est superbe, qui est basé à Martigny, le centre Gianada. Si jamais, allez faire un tour sur Internet, il a eu l'occasion d'exposer de très très belles œuvres. On a eu du Soulage dernièrement, cet artiste qui peint dans les noirs et tout ça. Mais il est aussi propriétaire immobilier et il a, de son propre chef, proposé des réductions de loyer à tous ses locataires. Et suivant le nombre de pièces que comporte ton appartement, eh bien, tu as 100, 200, 300 francs de moins par mois comme geste pour aider les gens qui sont à la fois confinés et dans une difficulté, une précarité économique, parce qu'on a beau être dans le pays le plus riche du monde, on va morfler, voilà, économiquement, c'est parti. Oui. Et je trouvais sympa ce geste, mais du côté de la technologie, non. Rien pour l'instant. Et puis ça me fait penser, qu'on a nos amis de Framasoft qui commencent un petit peu à baliser. Je ne sais pas si vous avez passé l'info. Ils en ont un peu marre que open source égale gratuité, et puis du coup, tout le monde se rue sur leur service où on fait la pub. Ça ouvre le débat, hein, mais du coup, ils sont là à servir la soupe et puis un petit peu à la trouver un peu saumâtre parce que, ici, par exemple, pour la Suisse, pour la formation en ligne, on est totalement à la ramasse, là où les Français ont fait très fort, ils nous ont épatés. Du jour au lendemain, ils ont switché sur leurs iPads, sur les services en ligne, etc. Nous, j'ai plein d'amis professeurs qui sont en train d'improviser des solutions tellement c'était pas prévu, encore une fois. Voilà. Ouais. Framasoft, alors j'ai pas l'information ici, le communiqué en question. Je pense que c'était en France le ministère de l'Enseignement ou de l'Éducation nationale qui avait proposé d'utiliser des outils libres. Et évidemment, c'est pas nécessairement gratuit et que donc ça a bien explosé toutes les ressources de Framasoft et donc ça leur pose des problèmes. Et finalement, c'est pas au libre à entre guillemets compenser les carences de l'État. C'est juste un petit peu le monde à l'envers pour le coup. Donc voilà, ça a mis en évidence ça. Je voyais Aurélien s'agiter, lever le doigt. Je pense que c'est de ça dont je voulais parler aussi, Aurélien, mais je te laisse la parole. Quitte à se répéter. Oui, en fait, Framasoft disait clairement, c'est pas à nous de pallier les problèmes de l'éducation nationale, et l'éducation nationale a largement les moyens de mettre en place les outils numériques pour faire la classe alors qu'il n'y a pas d'élèves. Je voulais juste rajouter un petit point aussi en parlant de gratuité. Il y avait énormément de concerts qui étaient prévus. Là, voilà, avec le printemps et tout ça, il va y avoir beaucoup de concerts et il y a beaucoup d'artistes qui nous ont souhaité continuer à faire
continuer à jouer et donc vous retrouvez sur YouTube des très très beaux concerts live qui sont faits. J'en ai vu un je crois que c'était à Bercy, alors à l'Accor Hotel Arena à Paris. Ils jouent dans la salle vide. Et ça a une certaine saveur. Un vrai concert live dans une salle vide, faut voir ça. Donc ça se retrouve sur YouTube sans problème. Il y a plein d'artistes qui vont faire ça, je pense. Donc si vous aimez la musique live, profitez, c'est pareil, c'est gratuit. Oui, j'en ai vu quelques-uns qui jouaient dans leur salon, qui avaient branché une guitare et qui jouaient dans leur salon. Il y en a, enfin voilà, ils ont tous. S'il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça, à un moment donné, ça va être peut-être justement cette sensibilité au nouveau média qu'est Internet, hein, et que tout le monde n'avait peut-être pas pris la dimension des possibilités. Moi, j'ai des collègues, d'anciens collègues animateurs de radio qui font leurs émissions depuis chez eux. C'est pas neuf, il y a des gens qui font ça depuis très très longtemps, mais là c'est chez nous, sous nos contrées, sous nos latitudes, c'est une des premières fois, et donc du coup ça ouvre des perspectives en se disant tiens, ça c'est possible, on peut le faire, et donc c'est intéressant à après appréhender ces outils de manière intelligente et pas en faire n'importe quoi non plus. Ici c'est utile, ça sert, et ça permet de continuer à fonctionner. Je sais pas ce que t'en penses, Thierry, on peut passer à autre chose, à moins qu'il y ait des remarques sur Periscope. Le côté positif de tout ça, c'est la démocratisation de l'usage du en ligne. J'essaie de chaque fois pas utiliser le terme virtuel parce qu'il est bien réel, l'usage. Ouais. Et puis à l'autre bout, on a vraiment la possibilité, à l'image de ce soir où on est en train d'enregistrer et de faire ça en live, d'ouvrir la carte de l'interactivité. Et puis par rapport à ça, par rapport aux habitudes de consommation, c'est peut-être un tournant important qui va s'enclencher, où les gens vont réaliser « Ah mais oui, tiens, Internet, c'est pas que Facebook », pour être un petit peu raccourci dans la définition. Et on parlait avant de gratuité. Allez faire un tour sur vos moteurs de recherche préférés. Vous verrez, il y a pléthore de plateformes qui proposent des films en gratuité, des vieux nanars, mais aussi des grands du cinéma classique. J'ai trouvé pas mal de chouettes services où en fait on peut s'abonner, on peut regarder gratuitement en légalité. J'ai même trouvé un site, il faut que je vous retrouve le nom, où en fait on choisit des films pour vous. Ils en ont tellement que tous les mois, voilà, il y a une sorte de catalogue qui est mis à jour pour vous, et tout ça gratuitement. Je trouve ça très très bien. Et puis dans la gratuité, il y a aussi les musées. Il y a pas mal de gros musées qui ont décidé d'ouvrir leurs portes à la gratuité. Un peu partout dans le monde, vous pouvez depuis chez vous les visiter. Donc j'espère que tout le petit monde qui, comme nous, se retrouve à être confiné, profitera dans ces moments de pause, parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on travaille pas, puisse s'enrichir culturellement et puis s'instruire. Ouais. S'évader un petit peu aussi. Puis il y a d'autres choses beaucoup plus simples encore, simplement de la lecture, ressortir un vieux bouquin, ou en trouver en ligne, en téléchargement éventuellement, parce que là aussi il y a des choses en accès libre, me semble-t-il. Voilà, on n'a pas fait l'inventaire complet ici, on vous laisse faire vos petites recherches de votre côté, et si vous en trouvez, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, ce sera bienvenu évidemment, ça partagera tout ça avec la communauté sur YouTube ou sur notre site lestechno.be. Kickstarter, on parle de Kickstarter aussi régulièrement chez les technos, vous le savez, à la faveur d'une invention ou quelque chose d'original, de sympathique ou autre. On parle rarement des créateurs de Kickstarter, je ne sais pas, je pense que c'est Aurélien ou c'est... J'hésite, sans conduite c'est compliqué. C'est Aurélien qui en parle, non, c'est Thierry qui en parle, voilà. C'est Thierry, voilà. Donc, parce que je vois le titre, quand les créateurs de Kickstarter font face au coronavirus, voilà, c'est un petit peu ma marque de fabrique de commencer les titres comme ça. C'est juste. J'ai trouvé cette news intéressante parce qu'effectivement, Kickstarter, alors on peut les dénigrer sur pas mal d'aspects. Moi, le premier, je suis à soutenir un projet depuis bientôt 3 ans pour une simple lunchbox. Je ne sais pas si un jour je vais recevoir le produit. Ces temps-ci, il faut que j'accepte que j'ai encore moins de chances de le voir arriver au vu de la configuration actuelle. Oui. Mais du coup, ils se sont retrouvés un petit peu à défendre les intérêts à la fois des backers, donc les backers, les gens qui, comme moi, soutiennent un projet, et à la fois les porteurs de projets eux-mêmes, en se disant, bon, les gars,
c'est un petit peu le boxon un peu partout. Certains de ces produits sont fabriqués effectivement à l'étranger, sont manufacturés, ils sont construits, ils sont peut-être véhiculés, ils sont transportés dans des pays un peu plus lointains que celui dans lequel habite le porteur de projet. On vous demande juste d'être un petit peu patient, d'être un petit peu tolérant, d'être ouvert à l'idée que ça change un petit peu la donne. Et puis, c'était un post sur leur blog que j'ai trouvé très bien fait. Encore une fois, je ne suis pas encensé Kickstarter parce que je les trouve très mauvais dans la gestion de crise quand il y a une campagne qui part en vrille, quand le gars part avec l'argent ou que le produit, comme je vous citais, prend des plombes à être créé. Alors, je ne suis pas contre le fait que ça prenne du temps, je suis contre sur le fait que ni Kickstarter, ni le porteur de projet se secouent les puces pour franchement dire les choses et les partager. Et là, ça m'a épaté de voir Kickstarter dire, voilà, on va pas cacher la vérité, on va vous dire ce qu'il en est. Et je crois même que sur l'article de blog en question, il liste quelques projets pour donner justement des exemples. Et j'ai trouvé ça très très fort. C'était un des exemples que j'avais envie de citer ce soir pour dire, tiens, là, il y a une boîte qui n'est pas en train de surfer sur la vague du coronavirus pour son intérêt, c'est-à-dire pour essayer de nous vendre un truc ou quoi que ce soit. Et là, ce que vous voyez à l'écran, effectivement, il y a quelques exemples de campagnes où on explique clairement. Et moi, j'aime bien cette transparence où on explique vraiment de A à Z pourquoi, comment ça se passe. Ça nous manque un peu ces jours-ci, la transparence dans l'information. Et donc, chapeau à eux, rien que pour ce petit article de blog, voilà, j'avais envie de signaler la chose, de la partager avec vous. C'est vrai que de temps en temps, sur certains projets un peu foireux, on va dire ça comme ça, ils tardent un peu à réagir de temps en temps. Ils prennent aussi énormément de précautions pour ne pas accuser à tort un créateur de quoi que ce soit, d'essayer d'échapper entre guillemets à ses devoirs ou autres. C'est juste que des fois les choses doivent prendre du temps et ils donnent le temps aux gens. Et des fois, ça tombe mal parce que ils donnent du temps à des gens qui ne le méritent pas nécessairement, et ça c'est un peu ça le problème. Je serais moins agressif entre guillemets que toi à l'égard de Kickstarter, justement pour ces raisons-là, parce que finalement c'est un petit peu notre responsabilité aussi. Ils nous laissent devant nos propres responsabilités également par rapport à des gens qui proposent des créations, des produits ou autres. Voilà, c'est comme ça. On est rarement à l'abri d'une mauvaise affaire, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est ma petite opinion, mais ceci étant dit, ce qu'ils font là est tout à fait honorable. Je vous renvoie donc vers le blog de Kickstarter. On vous mettra le lien, évidemment, comme les sources de tout ce dont on vous parle, comme chaque semaine, dans les technos. On vous met tout ça en description de la vidéo ou de l'épisode de podcast, ou sur notre blog, toujours, lestechnos.be. Je ne sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter là-dessus. J'ai pas l'impression, ou si, ou non. Ou non, pas là. Donc on peut... non, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on peut... C'est pas de réaction non plus sur les sur non, mais on peut féliciter et puis accueillir les nouveaux venus. Il y a notre ami Kivar qui est dans la place, qui posait la question de savoir si c'était bel et bien un live. Donc Kivar, oui, je te le confirme, on est en live en plus d'assister à l'enregistrement du prochain épisode Les Technos numéro 250. Voilà. Il est 20h56. Voilà, ça prouve. Vous voulez une coupure de journal, un truc du genre. Voilà. Et sinon, on va accueillir Simon Steph Photo, pour vous prouver qu'il se passe des choses dans la chatroom de Periscope des Technos. Voilà. Hello la team, nous dit-il. Bienvenue à toi Simon. Et on continue, je pense, avec l'ABCDR, non ? Exactement, oui. Attends, si je... P comme printer. De nouveau, j'ai pas prévu mon... voilà. Ah, si, je l'ai retrouvé. C'est Aurélien qui nous parle de ça. Parce que lui aussi, il utilise la même formule. Quand les imprimantes 3D nous sauvent. Aurélien, de quoi s'agit-il ? Oui, en Italie, vous êtes au courant, ils ont eu des petits soucis avec les respirateurs et les gens malades. Et du coup, il y a une petite polémique là sur un hôpital qui était franchement en manque de pièces pour les respirateurs. En fait, les respirateurs artificiels, on a besoin d'une pièce pour mélanger
l'oxygène et puis l'air ambiant. Ouais. Et donc, du coup, ils se sont mis en cheville, cet hôpital s'est mis en cheville avec une société d'ingénierie qui a contacté le fabricant de ces pièces-là pour demander envoyez-moi la CAO et puis pour avoir des pièces plus vite, je vais les imprimer en 3D. Alors, qu'on se le dise, c'est pas l'imprimante 3D des pots de fil de monsieur et madame tout le monde, hein, c'est une imprimante à frittage de poudre laser. Ils utilisent donc du PA12. C'est un matériel qui peut être complètement stérilisé, donc a priori il n'y a pas de contre-indication à ce que ce soit utilisé dans le médical. Et donc la firme qui fabrique normalement ces pièces-là a refusé de fournir la CAO. Donc ils ont fait du reverse engineering, ils ont scanné la pièce. Ce qui a fait perdre un peu de temps, entre parenthèses. Là, on peut en débattre. Et en tous les cas, ils ont réussi à se dépanner avec une imprimante 3D. Donc, moi, je trouve que c'est une belle application de l'impression 3D. À voir dans quelle mesure on peut pas fournir un fichier CAO quand on est dans une crise sanitaire et que y a des vies qui en dépendent. Là, je trouve que c'est un peu plus... Voilà. Il y a eu quand même des fake news sur ce sujet-là, puisque il y a eu certains articles qui mentionnaient que le fournisseur de ces pièces-là d'origine avait intenté un procès pour atteinte à un brevet, ce qui est complètement faux. Hein. C'est juste qu'ils ont dit le fichier CAO est un bien de l'entreprise et donc on le garde pour nous. Faites ce que vous voulez, et tout comme beaucoup de gens le font, remodélisent des pièces en ayant un sur le coin de son bureau. Hein. Vous prenez un pied à coulisse, vous mesurez et vous pouvez refaire la pièce. Mais voilà, en tous les cas, je voulais souligner que c'est une belle initiative, une belle utilisation de la technologie. Et je trouve que voilà, on peut pas imprimer des masques pour la France parce que là on est en recherche. Hein. Je veux dire, je lance un appel si jamais vous avez quelques millions de masques dans votre garage, n'hésitez pas, la France est preneuse. Je pense que il n'y a pas que la France, mon ami. C'est en Belgique et en Suisse aussi. Non, mais c'est vrai que c'est bien de... C'est bien de faire ce piratage entre guillemets, mais je mets des gros guillemets pour le coup, parce que très honnêtement c'est pas fait dans un esprit de lucre. Le gars il va pas gagner sa vie avec ça, c'est pas le but. Le but c'est d'arriver à fournir des pièces qui sont indispensables au bon fonctionnement de ces respirateurs. Ça me semble être de l'assistance à personne en danger dans ce cadre-là, et donc du coup oui, la copie, après on peut discuter du brevet et des choses du genre. On a entendu plein de choses, et je me méfie beaucoup des informations qui tournent autour de ces fameux respirateurs. Je pense que c'est une société suisse d'ailleurs qui est leader dans le domaine, et qui arrive à en fabriquer quand ils sont en full fabrication à peu près 400 par mois, c'est pour vous dire, et c'est un des principaux fournisseurs au monde. C'est ce qui quand même c'est quand même un petit peu compliqué. On a entendu dire, mais est-ce vrai? Je n'oserais pas, moi j'ose pas y croire, que certains intermédiaires, fournisseurs, des gens qui stockent, avaient multiplié jusqu'à 10 le prix de ces respirateurs pour les vendre, pour les mettre au plus offrant, entre guillemets. J'ai un doute là-dessus, parce que franchement, je sais pas qui fait ce genre de choses, ou qui a cet esprit-là en une période pareille. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une question d'offre et de demande pour tout, et malheureusement aussi des fois pour la santé. Mais en aller jusque-là, je pense pas. J'ai du mal à le croire. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, mais voilà. Oui, pour la Suisse, pour l'exemple de cette société installée dans les Grisons, ce plus grand canton de Suisse sur l'est du pays, croule sous les demandes, parce qu'en fait, c'est pas plus tard que hier, dans les news, qu'on a pu apprendre qu'ils sont en train d'augmenter la cadence, parce qu'ils doivent d'abord, et ça c'est le côté un peu suisse, bien droit de notre pays, ils veulent d'abord honorer les commandes qui avaient déjà été passées pour pas donner un privilège au territoire suisse. L'armée vient de passer une commande de 900 pièces. C'est énorme, mais c'est peu pour le pays, parce que dans le cas précis, on est 8 millions d'habitants et on est clairement en train d'être dans le constat qu'on n'a pas assez de respirateurs par rapport à la population, et la population à risque qui risque de se retrouver malade du virus. Et du coup, il y a un autre phénomène qui est en train de se passer, parce que ça a l'air très beau. On se dit, on installe les 3x8, on construit plus de machines, on honore les commandes, on en fait d'autres pour notre pays en parallèle.
Mais, parce qu'il y a un mais, il y a certains composants qui viennent d'autres pays, et puis là, c'est là où ça commence à coincer. Un peu à l'image de ce plan de montage, ce plan de fabrication, la solidarité s'arrête où le chèque pointe son nez. C'est-à-dire que là, effectivement, on ne nous dit pas dans les news si ce prestataire, ce fournisseur pour ces éléments-là nécessaires à la fabrication des respirateurs a augmenté ses prix ou veut privilégier son propre pays, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on est en face du Conseil fédéral qui discute fermement avec la Roumanie. Et oui, c'est eux les fournisseurs de ces éléments-là. Et la Roumanie, on nous annonce dans les news qu'elle veut d'abord privilégier son propre territoire. Mais on ne saura pas. Je sais que, je pense, off the record, les Suisses doivent négocier, je pense, peut-être, pourquoi pas, une hausse de tarifs. Enfin, quoi qu'il en soit, ça amène pas mal de questions. Je trouve très bien là, l'exemple que nous sert Aurélien, de se dire, la 3D. J'aime bien quand il y a de l'impression 3D avec des vrais usages, donc chapeau à eux, bravo. Exactement. Mais de manière générale, chez les technos, tu le sais bien, ce qui nous intéresse, nous, c'est les technologies qui servent aux gens. Et celle-là sert aux gens. En termes de quantité de respirateurs, d'après ce que je sais, en Belgique, on en a 500. Et certains cherchent la possibilité d'utiliser un respirateur pour 2 patients, via certainement aussi des solutions technologiques que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus ici, évidemment. Par contre, effectivement, ce sont les pièces qui vont autour. On parlait en début d'épisode de tout ce qui allait autour, d'accessoirisation, entre guillemets, accessoirisation, mais les tuyaux qui sont remplacés pour chaque patient, tous ces masques, ces machins, etc. Tout ça, c'est tout. Si on peut avoir autant de respirateurs qu'on veut, si on n'a pas de quoi les brancher, ça risque de poser à un moment donné un petit problème. Et donc, ça c'est aussi donc des solutions comme ça, c'est pour ça que je le dis, qui permettent de produire et d'avancer, même si c'est lentement, c'est déjà bon à prendre, c'est pas plus mal. On passe à la suite, vous êtes d'accord? Il y a des réactions périscope ou pas? Non, pas là. On va juste accueillir et féliciter notre ami Philo76 que je connais. Voilà, il y a même des Suisses dans la room, ça fait plaisir. Donc bienvenue à toi pour ce live qui est à la fois un enregistrement et un live. On est des punks ce soir. Et qui est un peu improvisé aussi, il faut bien le reconnaître. La lettre S comme school. Je reprends ma conduite. School, c'est Thierry qui nous en parle. Quand tu dois étudier à distance, c'est vrai que la plupart des écoles, enfin, je sais pas si en Suisse c'est le cas maintenant, je pense bien, les écoles sont fermées maintenant, les universités, etc. En France, c'est le cas. Voilà. Chez nous, en Belgique également. Donc, il va quand même falloir continuer à se former. Il faut surtout pas perdre le rythme. Il faut aussi bien pour les plus jeunes que pour ceux qui sont à l'UNIF, etc. Il faut quand même, en plus de ça occupe. Il faut bien le reconnaître. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Ce soir, en plus d'être punk pour faire un live, j'avais très envie. Marc va l'apprendre maintenant, puisqu'on est en direct, on se dit tout, on se partage. J'avais très envie de venir avec une invitée qui, certes, aurait été à distance, qui est enseignante dans une autre école spécialisée et qui est en train de vivre un gymkhana incroyable, puisqu'effectivement, elle est en train de réunir des ressources, des solutions en ligne, des logiciels, des façons de faire pour aider ses collègues à se mettre à l'enseignement à distance, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple, vis-à-vis de l'exemple de la France, on a l'impression que là, les Français avaient massivement investi, avaient des volontés affirmées à aller dans le e-learning, là où en Suisse, on est complètement à la ramasse. C'est très très dur ce qu'on est en train de vivre, puisqu'effectivement, on est obligé de se retrouver à inventer un plan B pour enseigner. Et puis, je vous ai sorti un petit exemple pour le canton de Neuchâtel. Pourquoi Neuchâtel? Pourquoi pas un autre? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la faiblesse de notre système politique ici en Suisse, notre fonctionnement, c'est que chaque canton fait comme il veut et chaque école fait comme elle veut. Là où les Français me semble-t-il, Aurélien, tu me diras si j'ai tout faux, me semble-t-il, ont réussi à imposer une sorte de système, d'une norme, de quelque chose d'un petit peu unifié. Et l'exemple de cette amie qui est sous l'eau à essayer de réunir tout ce matériel.
elle se retrouve à faire le boulot de l'école ou le boulot de l'État ou de son canton pour faire que ses collègues, dès lundi prochain, puissent enseigner à distance. Et le pari est vraiment très très rude, puisqu'elle me disait hors micro, écoute, donne-moi des ressources pour savoir comment faire par exemple un podcast, monter ce genre de choses. Et en fait, moi je voyais déjà animer une capsule, faire des tutos, des choses comme ça. Elle m'a dit non, je suis en face de certains professeurs qui savent même pas générer un PDF. Donc voilà, on est dans un constat rude de voir qu'il y a aussi des gens, des enseignants, des profs qui sont en place et qui se sont jamais remis en question par rapport à ces technologies avancées. J'ai appris aujourd'hui, voilà, je peux faire le cake, je peux faire mon intéressant. On ne doit plus dire nouvelle technologie, mais technologie avancée. Le constat est rude pour notre pays. Encore une fois, je vous parle de la Suisse, on n'est pas dans le tiers-monde ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment une période qui va être charnière parce qu'il y a aussi des examens, il y avait des enjeux par rapport à des périodes très très importantes. Et à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, j'aurais dû être dans une classe physiquement pour faire du présentiel, pour accompagner toute une série d'étudiants en bachelor pour les amener à faire du contenu numérique. Et force est de constater que l'école chez qui j'enseigne n'a pas de solution pour faire que ce cours puisse exister en ligne. Alors je ne sais pas, Aurélien, si j'ai dit des bêtises par rapport à la France, vu que toi tu as des enfants. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à l'enseignement à distance, etc. Parce qu'en Belgique, on n'y est pas encore à cette phase-là. Pour l'instant, il est question d'occuper les enfants avec des choses qu'on leur a déjà apprises, donc de faire des exercices sur de la matière déjà assimilée, entre guillemets. Il est pour l'instant pas question de leur faire assimiler de la nouvelle matière. On ne pense pas pouvoir le faire, en tout cas à distance, de manière efficace. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays comme la France, par exemple. Quelle est la situation, Aurélien, chez vous ? Alors, la situation, elle est assez diverse. En maternelle, moi j'ai des enfants en maternelle, on a un PDF, on a reçu un PDF de la maîtresse avec des exercices à faire et chaque jour des exercices à faire. Donc on a un livret avec la date du jour et les exercices. Bon, en maternelle, on va dire que les enjeux sont quand même relativement faibles. Je pense qu'à partir du collège, il y a deux grands choix. Il y a le CNED, alors Centre National d'Éducation à Distance, qui est pour le coup une structure étatique, et je crois que là les serveurs tiennent le bon, et voilà, c'était quelque chose qui était déjà anticipé, pour répondre à Thierry. Et puis alors je sais pas exactement si ça dépend du CNED ou pas, mais il y a un dispositif qui s'appelle la classe virtuelle, dans lequel les profs se retrouvent dans une classe virtuelle, comme le nom l'indique, et donc peut donner la parole à tel étudiant, tel élève qui lève le doigt virtuellement, mais en tous les cas, il peut y avoir une interaction comme ça. Avec, je suppose que c'est un partage de documents, d'écran, voilà. Par contre, moi j'ai eu des retours de certains amis qui sont profs en lycée, qui me disaient que voilà, il y a beaucoup de profs qui sont pas du tout prêts à faire de la classe virtuelle, ou qui n'ont pas le matériel, ou qui n'ont pas envie de faire comme ça. Et il y a des solutions alternatives qui sont utilisées. Le prof en question me disait, moi j'utilise WhatsApp. Alors je dis, mais comment ça se passe ? Parce que je vois pas comment on fait un cours. C'est un prof de maths, comment on fait un cours de maths en WhatsApp ? Et il me dit, voilà, si je devais faire 2 heures de cours de 10h à midi, à 10h tout le monde se connecte sur WhatsApp. Avant le cours, je photographie 3-4 pages A4 que j'ai préparées, et puis à 10h05, je leur envoie la première page, il y a une interaction entre tout le monde, et les élèves entre eux s'entraident. Moi, je leur fais soit des messages textes, soit des messages vocaux, pour leur expliquer tel ou tel point, et puis à 10h30, je photographie et j'envoie la deuxième page A4, et ainsi de suite.
Bon, chacun fait comme il peut. C'est un peu, j'avoue que c'est un peu. C'est bricolo, comme situation. oui, mais en même temps, c'est de la débrouille aussi. Je trouve ça plutôt pas mal. Moi, ça part d'une bonne idée. Après, ça a besoin sans doute d'être un petit peu amélioré ou de trouver d'autres ficelles. Mais c'est le point de départ. Déjà, c'est quelqu'un qui essaye. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y en a qui n'essayent même pas parce qu'il y a là aussi malheureusement une fracture numérique qui était latente, qu'on n'avait pas repérée, mais qui existe bien. Et donc ça, c'est ça qui pose aussi, à un moment donné, un petit souci de cette manière-là. Je ne sais pas ce que je voulais rajouter. Rien, peut-être, sur ce sujet. Tant qu'à faire. Toujours pas de nouvelles côté... il n'y a pas une question intelligente pour changer les miennes. Pas de questions. On a l'impression que tout le monde est suspendu à nos lèvres et nous écoute. On est peut-être en train de donner un cours. Je ne sais pas. Peut-être. Ou alors on est tellement captivant que personne n'ose nous interrompre, ce qui serait de mauvais goût pour tes épisodes du lundi. Mais je dis ça, je dis rien. On se charrie évidemment. R comme rapidité. Quand tu conçois une app en 48 heures pour du dépistage, pas mal. Tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. J'imagine. Alors j'ai eu la belle surprise d'être à réaliser qu'il y avait des gens qui étaient très très forts en Suisse, pas pour dire qu'il n'y en a jamais et puis qu'il n'y en a pas du tout. Non. J'ai rencontré les gens d'un organisme qui accompagne du personnel soignant dans un des plus gros hôpitaux ici de la région. On parle de plus de 800 collaborateurs pour un de leurs secteurs, parce qu'effectivement, à côté de ça, l'hôpital universitaire en question, c'est des milliers de personnes en plus. Et ils se sont dit, il faudrait peut-être aider tout ce petit monde qui est sur place à faire du tri. Je ne sais pas si c'est des mesures qui existent déjà en France, mais nous, elles sont assez récentes, là, depuis quelques jours, voire peut-être 1-2 semaines. On a des hôpitaux dans lesquels on ne rentre plus comme auparavant. On a une colonne pour le personnel soignant et une colonne pour les visiteurs, enfin pour les malades qui doivent passer toute une série de tests. D'ailleurs, cette espèce de labyrinthe va jusqu'à ôter complètement physiquement les susceptibles malades du virus versus ceux qui viennent pour une opération, ce genre de choses. Et donc, du coup, ils se sont dit, on pourrait peut-être encore plus faciliter ce tri, cette démarche, et puis peut-être aussi aider ceux et celles qui se posent la question à la maison de savoir est-ce que j'ai le virus, est-ce que je suis sujet à l'avoir. Et ils ont monté une web app en moins de 48 heures. Vous pouvez la retrouver sous la forme d'un site internet, mais on peut aussi l'installer ou la voir comme ça sur son smartphone. Et c'est le service informatique. J'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays, mais généralement, quand on dit société et service informatique, c'est quelque chose qui fait penser à une espèce d'équipe de nerds qui est dans son coin et puis qui râle quand vous les appelez parce qu'il y a un problème avec votre PC ou ce genre de choses. Et puis, du coup, ils ont monté le coronacheck.ch. Vous avez l'image à l'écran, c'est Unisanté. C'est le canton de Vaud qui est à l'origine de cette initiative. Et vous cliquez sur le gros bouton « Commencer le test » et c'est fait en quelques secondes. Ça va poser les véritables questions là où vous pourriez comme ça économiser du temps, de l'argent et puis des risques, puisque probablement que si vous allez voir votre médecin traitant, à part la prise de température, mais maintenant il existe aussi plein de moyens à la maison pour le faire, il n'y aura pas de valeur ajoutée et donc on va gagner du temps et puis comme ça faire perdre moins de temps aussi surtout au personnel soignant, à votre toubib ou quoi que ce soit. Et sachez que pour la petite histoire, ce test est utilisé aussi à l'interne pour pouvoir faire que le personnel soignant puisse aussi déambuler au travers de ces questions pour savoir si oui ou non il est susceptible d'avoir chopé le virus. Je trouvais ça très très fort, c'est tout simple, c'est tout bête, ça ressemble à une page web, c'est une web app qui marche très bien sur son mobile et chapeau parce que au-delà de la prouesse technique, il y a aussi surtout la validité du test, puisqu'il ne suffit pas de faire un espèce de test en ligne et puis de dire voilà, c'est bon, tu l'as pas. Il faut bien évidemment
que le corps médical, les professionnels de la santé puissent dire ça, ce truc, tu le fais en ligne, c'est pas un quiz Facebook, c'est pas une connerie, c'est pas un jeu, c'est un vrai outil en ligne. Donc, si vous voulez faire le test, même depuis la France, depuis la Belgique, vous allez sur coronacheck.ch et voilà, vous vous êtes renseigné en quelques minutes. Moi, un test n'est pas nécessaire dans ma situation, donc je suis tout à fait rassuré. C'est vrai que le principe est toujours le même. Hein. C'est un test un petit peu comme les tests dans les magazines féminins, quoi. On vous pose une série de questions. Je pense qu'il y en a 8. Ouais. Je n'ai pas compté, mais à peu près 8 ou 10. Donc ça va très très vite. Le texte, la question est très courte, donc est très compréhensible. Oui, non, votre âge, etc. Pour vous envoyer, vous avez un résultat directement et vous êtes rassuré et vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire. Voilà. Ce n'est que du bon sens. Parce que les questions, on les a tous en tête, on les a entendues à longueur de journée dans les émissions de télévision et à la radio, toutes ces questions de savoir si on a de la température, des difficultés respiratoires, etc. On le sait tous, mais c'est intéressant quand même de faire le test parce que c'est quelque chose qui est validé par le corps médical et que du coup ça rassure. C'est pas juste, on le fait un petit peu au pifomètre en disant à la radio ils ont dit que si je tousse pas c'est pas grave, ça va. Tu vois, ici voilà, les choses sont claires et je trouve ça plutôt bien foutu, effectivement, même si c'est très simple. Aurélien. Oui, un sujet un peu connexe à ce que Thierry vient de noter, c'est le développement de la e-santé et des consultations en ligne. Je pense qu'il va y avoir pour moi, ça va être du mal à décoller et je pense qu'il va y avoir un gros boom de ces consultations qui sont de plus en plus remboursées par les mutuelles en France et qui permettent alors assez simplement d'avoir un professionnel en face de soi de l'autre côté de l'écran, mais qui pose les bonnes questions et qui peut déjà faire un pré-diagnostic. Mais ici, il est question de faire des diagnostics par téléphone et le corps médical est assez réticent parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'ils ont appris sur leur contact avec le patient, le contact physique aussi dans certains cas. Et donc, il y a des réticences et je pense qu'effectivement, dans tous les cas, ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Mais ici, c'est le petit questionnaire, c'est pas une consultation, mais je pense que ce sont typiquement les questions que pose un médecin au téléphone à un patient quand le patient s'inquiète et qu'il téléphone à son médecin. Je veux dire, c'est pas une consultation, c'est un avis basé sur des observations. Je peux comprendre la réticence par rapport au système téléphonique. Nous, il est en place, comme vient de le dire Aurélien aussi, pris en charge par certaines assurances. Mais là où le bas blesse, c'est que de plus en plus de médecins, de plus en plus de professionnels de la santé viennent critiquer cette démarche parce qu'elle n'est pas forcément opérée par un médecin à l'autre bout. C'est l'assurance elle-même qui se substitue. Alors on nous dit que derrière il y a des vrais professionnels de la santé, on a imaginé des scénarios, on a imaginé des questions précises pour valider le sérieux de la démarche, de la consultation. Moi, je pense que l'étape d'après, c'est la numérisation, parce que le téléphone, c'est déjà quelque chose d'un petit peu, pas dépassé, mais disons, on peut faire mieux. Et je ne sais pas si, par contre, comme le dit Aurélien, on va vraiment maintenant se bouger les fesses pour aller vers ça. Le boom, j'aimerais l'avoir, j'aimerais le voir venir pour que les choses changent. On le voit, et de nouveau, c'est énervant, hein, c'est pénible de devoir se servir de l'exemple de l'Asie. On va parler de nos amis coréens. On ne va pas reparler de comment ils gèrent la crise, parce qu'effectivement, il y a plusieurs aspects qui sont peut-être aussi un petit peu différents, voire gênants. Mais la numérisation, c'est peut-être le vrai défi dans tout ça. La numérisation du médecin, la numérisation de la médecine, la numérisation du contact entre les gens. On vient de parler de l'école, on parle maintenant de la médecine. Que ce soit le téléphone ou un iPad ou une consultation via Skype, j'aimerais vraiment qu'on prenne ce virage pour que les choses changent, mais je suis pas sûr que... comme je dis souvent par rapport à la crise qu'on vit, l'être humain a une très très courte mémoire.
Donnons-nous Oui, rendez-vous sans à la doute. fin de l'année pour voir ce qui restera du Pour corona. voir ce qui restera de tout ça, oui, peut-être, ouais. Voilà. Effectivement. Mais d'un autre côté, bon, on peut être d'accord ou enfin voilà, c'est quelque chose, on le sent bien, qui était un peu sensible. Hein, c'est le rapport à son médecin généraliste habituel, etc. Enfin, ça entre en ligne de compte aussi. Souvent, il y a des gens qui déjà simplement le fait d'avoir un rendez-vous avec leur médecin les apaise déjà. Donc, il faut pas dénigrer non plus le contact humain. Il faut pas perdre l'un au profit de l'autre. C'est ça que je veux dire. Je pense que les deux sont effectivement importants. Si vous avez une opinion sur ce sujet, n'hésitez pas à la partager, bien entendu, de votre côté, en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou de ce podcast sur vos plateformes de podcast ou sur notre site lestechno.be. Nous voici arrivés à la lettre W, le fameux oui mais non, l'information technologique improbable de la semaine. Je vous dirai pas qui nous l'a communiqué, parce que je l'ai oublié, mais c'est Aurélien qui va en parler en tout cas. Le titre, c'est un titre très français, du coup, c'est parce que les Belges ne s'autoriseraient pas ce genre de commentaires. C'est les Suisses, c'est toujours lent. Je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est un Français, donc c'est Aurélien, donc il va nous expliquer. C'est un Français qui a entendu une news colportée par un Suisse. Ouais. Je me demande de qui il s'agit. C'est souvent les meilleurs. Les blagues sur les Suisses sont en fait, on a donc il y a Marc, un Belge, qui a relayé il y a pas longtemps le fait que sur bing.fr/covid vous aviez une carte du monde avec le Covid Tracker, donc avec le nombre de gens malades, le nombre de gens décédés et le nombre de gens guéris par pays. Oui. Et donc, vous pouvez suivre quasiment en live le nombre de cas de malades. Oui. Donc, on se dit, tiens, c'est génial, c'est numérique, c'est mis à jour en temps réel, c'est pas mal. Entre parenthèses, en France, c'est pas mis à jour très bien parce qu'il y avait 12 guéris mardi et il y en avait 600 mercredi. Donc, je suppose que le décompte des guéris, il n'y en a pas 550 qui sont guéris comme ça d'un coup d'un seul. Petit aparté, Aurélien, par rapport à ces chiffres, justement, j'en discutais avec mon médecin pas plus tard que cet après-midi, c'est les chiffres connus. C'est-à-dire que les seuls sur lesquels on peut vraiment se fier, malheureusement, c'est le nombre de décès. Parce que les autres, on n'a pas pu tester tout le monde. Il y a des gens qui ne sont systématiquement pas testés, qui ne rentrent donc pas dans les statistiques. Je pense aux médecins, par exemple. Mais les médecins, s'ils disent « je pense que je l'ai », on le teste pas. Il est à risque, donc on suppose qu'il l'a de toute façon. Une personne, un conjoint, par exemple, qui se plaindrait de différents mots qui seraient proches du coronavirus ne sera pas testé non plus si c'est le conjoint de quelqu'un qui est malade. Voilà, parce qu'on peut pas tester tout le monde, et donc par économie, on considère qu'une personne, s'il est dans les cases à risque, on la teste pas, on considère qu'elle est malade, mais elle ne rentre pas dans les statistiques. Voilà, petite parenthèse, je te laisse continuer, pardon. Ouais, je vais refaire une parenthèse dans la parenthèse. En France, le ministre a dit qu'on va repasser à une phase de test massif. Hein, donc D'accord. Je suis en accord, mais c'était parce que là, on n'a pas le temps de tester tout le monde. Voilà. Et donc, pour en revenir au oui mais non, sachez qu'en Suisse, puisque c'est bien d'eux qu'il s'agit, lorsqu'il y a un malade du coronavirus, il y a une feuille A4. Pour dire, il y a un malade. Cette feuille A4, il faut la remplir à la main, avec le nom, les symptômes, tout ça. Et pour que ça remonte aux autorités, on est en 2020, il faut que ça parte par fax. C'est quand même supra-classe. J'aurais, mais c'est triste. C'est que alors j'ai posé la question très ouvertement à Thierry. C'est parce qu'il faut que ça soit officiel à ce point-là. Alors l'explication elle est bien plus triviale que ça. Elle est triste parce que on pourrait se dire que en temps normal on pourrait avoir un système informatisé, numérique, etc. On pourrait aussi se dire en temps de crise, je pourrais aller sur un Google Form, puis tant pis pour la confidentialité des données ou quoi que ce soit, et puis le formulaire à remplir, il est conçu en 35 secondes, et puis il est utilisable tout de suite derrière.
Alors, ce fameux document, c'est en fait la déclaration des cas constatés qui doit remonter à l'OFSP, à l'Office fédéral de la santé, et qui doit, comme ça, recenser les cas pour, justement, pourquoi pas, alimenter la fameuse carte que tu citais tout à l'heure, mais aussi, surtout, informer les politiques, les forces de l'ordre, la médecine en général, pour avoir une vision globale. Sauf qu'on a enregistré des lenteurs catastrophiques parce qu'il existe un document PDF pour déclarer ces cas, mais accrochez-vous, ce document PDF, les champs ne sont pas éditables sur votre ordinateur. Alors là, encore une fois, vous prenez un petit logiciel, alors moi je suis sur Mac, j'ouvre un PDF sur Aperçu et je crée les champs, allez, en 2 minutes, mais si je vais plus loin dans la réflexion, même sans être développeur, même sans aller sur Google Forms, je développe ce système sur un serveur sécurisé en quelques 30 minutes, pour être large. Non, nous, on en est au papier, au stylo et au fax. Donc, on passe vraiment là pour des gros cons, pour parler crûment. Je suis en colère parce que je boucle la boucle et merci Aurélien d'avoir sorti cette pépite de Oui mais non, parce qu'on nous assène à longueur d'année la numérisation de la Suisse, Digital Switzerland, tout ça et tout, et on en est là. Voilà. On est dans ces réalités-là, un peu à l'image du professeur que je vous citais qui, le pauvre, ne sait pas générer un PDF. Je crois qu'il n'y a plus un seul logiciel qui n'est pas capable d'exporter un PDF. Je parle des gens qui n'ont jamais ouvert un outil en ligne pour faire un Skype. Et ce constat m'énerve au plus haut point. Donc on va prendre ça avec beaucoup d'humour. Pendant qu'on se parlait, j'ai reçu une image sympathique que vous allez trouver facilement sur Internet. C'est un graphe, vous voyez un camembert avec une petite portion en bleu et tout le reste du camembert, quasiment 50%, 80% du camembert est en orange. Probabilité que le confinement s'achève dans 15 jours. Alors en orange pour la grande partie, aucune, et la partie en bleu, aucune, mais en bleu. Voilà, c'est de l'humour. Je vous invite à aller chercher des vidéos, des images qui nous permettent de rire un petit peu de tout ça. Mais sincèrement, là, on a un problème. Merci pour ce oui mais non dantesque. Je vais aller maintenant m'enfermer. C'est juste, on va pas retourner le couteau dans la plaie, comme on dit. Clairement, c'est juste très triste et c'est vrai et en même temps inexplicable. Parce que je veux dire, l'informatique, c'est pas un truc qui est tombé du ciel avant-hier. Les moyens technologiques à disposition, je pense, même dans les institutions médicales, ça va, ils ont des outils informatiques, quoi. Ils savent remplir des documents. Enfin, et en arriver là, c'est vraiment, je ne sais pas qui a pensé à ça. C'est voilà. Aurélien. Oui, sauf s'ils n'avaient pas d'ordinateur et qu'ils ne peuvent pas en acheter maintenant parce qu'il y a pénurie. C'est peut-être ça le problème. Ouais. Alors, c'est un fait amusant que tu cites là, parce que j'ai un ami la semaine passée qui s'est dit, bon, il y a le confinement, je vais vite aller m'acheter un nouvel ordinateur. Il va chez MediaMarkt, il arrive, plus rien dans les rayons. MediaMarkt, c'est une grande chaîne allemande d'informatique, d'électronique. Et il n'y avait plus de console de jeu, plus d'ordinateur portable. Donc, il n'y a pas que le PQ et les masques qui sont pris d'assaut. Non, ce n'est pas un problème d'ordinateur, c'est vraiment un problème d'usage. Pour la petite histoire, pour rappeler comment fonctionne un fax, vous prenez un document que vous avez peut-être imprimé, vous écrivez dessus, ou alors vous l'avez juste imprimé, donc vous n'avez pas besoin d'écrire, vous le glissez dans un appareil qui va le scanner, donc qui va le digitaliser, et à l'autre bout, qu'est-ce qui va se faire ? Il va le réimprimer. Et probablement que cette personne va le prendre pour le ressaisir dans un ordinateur. Sachez qu'aujourd'hui, dans le monde médical suisse, alors je ne sais pas si c'est dans les autres pays la même chose, mais il y a encore beaucoup de médecins qui bossent avec le fax. C'est une réalité dans ce milieu-là. Je ne sais pas à quoi ça tient, quand on sait qu'il y a des documents qui peuvent être sécurisés, qui peuvent être envoyés électroniquement. Alors Dieu merci, c'est pas pareil partout, mais le fax est encore bien présent. Moi, je connais des entreprises où il y a encore des fax, et ça me fait chaque fois rire quand je passe devant, parce que chaque fois, quand je vois le fil connecté dans le mur, je me dis, oh, le musée, il est bien fait, ils ont même garanti qu'on ne vole pas les œuvres. Mais il faut quand même encore, même les sociétés sérieuses, entre guillemets, doivent justement encore garder un fax, parce que sinon, celles qui sont pas sérieuses ne savent pas leur envoyer de documents.
faut être un petit peu logique. C'est un petit peu, on est lié à ça aussi, hein, c'est le plus faible maillon de la chaîne qui détermine la solidité de celle-ci, donc voilà, c'est un petit peu ça le problème également. Si vous avez des anecdotes de ce genre-là, un peu plus rigolotes que celle-là, parce que c'est un oui mais non, mais on est un petit peu, on rit jaune quand même, hein. N'hésitez pas à nous le faire savoir, il y a peut-être des trucs sans conséquences, sans trop de conséquences en tout cas, que vous avez pu voir, que vous avez constaté. N'hésitez pas à le partager également dans vos réseaux, comme cet épisode d'ailleurs qui s'achève ici. Je ne sais pas si on a encore quelques réactions sur Periscope, puisque je le rappelle, nous enregistrions en direct avec quelques auditeurs perdus sur Periscope. Alors ils sont encore là? Ils sont descendus au nombre de 3, donc on doit être, voilà. En comptant moi, 2 personnes à regarder. Je pense que tout le monde s'est endormi parce que la bande passante fait que le signal va arriver plus tard. Voilà, ça doit être ça. Non, alors pas de réaction. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de venir nous faire un petit coucou et puis nous poser quelques questions. C'était sympa. C'était totalement improvisé, hein. J'en ai parlé vaguement hier à Aurélien, pardon, et je suis fatigué moi. Et ça m'est revenu en tête seulement milieu d'après-midi quand j'ai réglé les problèmes de son. Et puis je me suis dit, je vais préparer un peu ça comme ça sur le côté en faisant d'autres choses évidemment. Et juste avant de commencer, je pose encore la question de savoir on le fait ou pas. Et c'est Thierry qui m'a dit soyons punk, allons-y. Et voilà le résultat. Mais ceci étant dit, pourquoi pas réitérer cette chose-là. Si vous avez écouté cet épisode que vous n'avez pas forcément écouté en direct, n'hésitez pas à nous faire savoir si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Cette petite page d'interactivité de temps en temps comme ça à la fin d'un sujet qui rajoute des questions peut-être des fois plus intelligentes que les miennes, ça peut peut-être vous intéresser. Une fois de temps en temps, tout le temps, à vous de voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vous remercier tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Je sais que c'est pas toujours très simple, mais en même temps on est coincé chez soi, donc finalement voilà. Je tiens à signaler également que ce podcast est systématiquement réalisé avec cette distanciation sociale, puisque nos chroniqueurs sont chez eux. Ici, c'était en Suisse, en France, il y en a en Belgique également, mais pas à côté de chez moi, très loin. Donc, on est capable, avec les technos, de faire ce genre d'épisode. Et on espère aussi retrouver d'autres chroniqueurs plus lointains, si nécessaire. Ce sera toujours avec plaisir également, si vous avez envie de postuler. C'est équipe@lestechno.be. Voilà, j'arrive, je suis à bout de souffle, j'en peux plus. Donc, on va s'arrêter là. Merci Aurélien, merci Thierry. Et on se dit à très bientôt. Et ceux qui nous écoutent en direct, restez un tout petit peu encore avec nous, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé. Ça, c'est le genre de truc qui n'arrive jamais quand on l'enregistre, c'est se tromper de bouton. Vous avez vu juste un com, avec le com qui s'affiche, voilà. On vous a offert ça, en tout cas.